Bonjour à tous, aujourd'hui on est le mercredi 17 juin 2026 et notre cher ami, notre frère Anthony Aguilar est avec nous. Bienvenue McDonough. Merci de m'avoir invité. C'est une excellente journée pour parler de sujets importants. Exactement. Et l'un des points les plus importants, c'est la publication du plan en 14 points, ou du protocole d'accord en 14 points, entre les Iraniens et les Américains. Les deux parties viennent tout juste de rendre le document public. Il y a 1 ou 2 heures à peine. 1 heure peut-être. Et le premier point, Tony, concerne ce qui se passe entre le Hezbollah et Israël. Je ne sais pas si tu as vu le document, si tu as lu les points. Voilà ce qu'il dit. Les États-Unis, l'Iran et leurs alliés dans la guerre actuelle déclarent la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Ils s'engagent, à partir de maintenant, à ne pas initier de guerre ni d'opérations militaires les uns contre les autres, à s'abstenir de toute menace ou usage de la force et à garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Tony? Parce que les Israéliens sont très en colère à propos de ce premier point. Je pense qu'Israël est, faute de meilleurs mots, furieux à propos de cet accord, maintenant qu'il a été révélé dans son intégralité. Donald Trump ne peut plus se cacher derrière des hésitations ou un langage flou sur ce qu'il contient ou non. C'est clair pour tout le monde. Et dans ce langage, on sent bien qu'Israël est contrarié, parce qu'il s'agit du langage des États-Unis d'Amérique, de la République islamique d'Iran et de leurs alliés. Donc l'Iran, le Hezbollah d'un côté, et les États-Unis, Israël, si on parle plus précisément du Liban. Maintenant, en prenant en compte tous les fronts, ce sera un sujet de discussion pendant cette période de 60 jours de négociations ou de débat sur ce que cela signifie exactement. C'est évidemment un point central dans le contexte de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Et c'est clairement mentionné ici, le Liban. Mais on peut aussi considérer que cela inclut Gaza, parce que chacun aurait en quelque sorte un allié dans ce qui se passe là-bas. Parce que si on regarde Gaza aujourd'hui, Gaza n'est plus seulement l'affaire d'Israël. Les États-Unis en font maintenant partie, à cause du cessez-le-feu, des négociations, de la résolution 2830 du Conseil de sécurité de l'ONU et du Conseil pour la paix. Donc, c'est un peu comme un sandwich dont les États-Unis et Israël croquent chacun une part. Ça s'applique donc aussi à Gaza. Et c'est une pilule très difficile à avaler pour Israël que l'Iran a volontairement mise sur la table des négociations. Et si on regarde tout ça, quand on lit tous ces points, on se dit d'accord, j'ai compris. Mais alors, quel est le dernier point? Le dernier, le 14e point de ce plan en 14 points, c'est que tout cela devra à terme être réglé par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc pas une résolution de l'Assemblée générale, pas une simple résolution de l'ONU, mais bien une résolution du Conseil de sécurité. Ça veut dire les 5 membres permanents. La Chine, la Russie, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Israël n'en fait pas partie. L'Iran non plus. Alors, quand cette question arrivera sur la table pour devenir une résolution du Conseil de sécurité, et que ces 14 points, ou 13 selon ce qui est adopté, seront intégrés dans cette résolution, les acteurs clés seront la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France, selon la façon dont chacun votera. Donc, en lisant tout ça, on se rend compte que ce petit détail à la fin, c'est lui qui donne tout le poids, toute la gravité de cet accord. Instant à quel point il est sérieux. Et quand on regarde ça, encore une fois, ce n'est pas l'Assemblée générale de l'ONU qu'Israël balaie d'un revers de main et ignore d'habitude. Là, on parle du Conseil de sécurité. C'est important que ce soit bien ce langage-là, le Conseil de sécurité, pas l'Assemblée générale. C'est très important. Alors oui, Israël est furieux.
On a vu des mouvements militaires, disons, au cours des 24 à 30 dernières heures. Il devait y avoir une opération terrestre de grande ampleur à Gaza, dans le cadre d'une manœuvre interarmes, avec sécurisation d'une large zone, des opérations de soutien dans ce petit pourcentage de territoire qui reste encore non occupé par Israël. Je pense qu'ils allaient tenter de s'emparer de ces 20% restants. Occupation, zone tampon, comme Israël aime le faire. Et les États-Unis sont intervenus directement pour dire « non, ne le faites pas ». Et ils ne l'ont pas fait, du moins pour l'instant. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe au Liban, avec les opérations en cours, on voit que les forces israéliennes, il y a beaucoup de mouvements, des déplacements vers différentes positions de combat sur les lignes de front, qui se trouvent dans ce cas dans le sud du Liban. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un retrait. Des opérations de reconsolidation peuvent aussi signifier des mouvements vers des positions en vue d'une manœuvre plus large, plus coordonnée, ou d'opérations de combat au sol. Ça peut être un retrait. Ça peut être un retrait progressif. Et c'est là, je pense, qu'Israël va vraiment essayer de repousser les limites avec cette idée de guerre sur tous les fronts. En gros, on va se retirer, mais pas comme le prévoit le document, pas dans le sens où on partirait complètement. On va se retirer par étapes. On va revenir à cette position, puis on va dire que, eh bien, vous savez, il faut qu'on ait notre logistique en place. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et ensuite, on va revenir ici, étape par étape, en provoquant, en attirant, en titillant le Hezbollah pour qu'il réagisse dans le sud. C'est là que la discipline des deux camps, ou plutôt la patience et la discipline dont feront preuve l'Iran et le Hezbollah, seront cruciales dans les prochaines 24 heures. Jusqu'à la grande cérémonie de signature vendredi et pendant les 60 jours qui suivront, alors que les négociations, aussi dures soient-elles, continueront à se mâcher lentement. Je ne pense pas qu'Israël puisse se retenir. Je ne pense pas qu'Israël se retiendra, parce qu'Israël cherche toujours une excuse pour se poser en victime. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ça, surtout quand on parle du premier point de ces 14 points. En fait, on a un peu mélangé le point 1 et le point 14. Alors le premier point, je pense qu'Israël a vraiment un problème avec ça, et je ne crois pas qu'ils vont s'y conformer. Israël Katz, Ben Gvir, Smotrich et Netanyahou ont tous dit que c'était une atteinte à leur souveraineté. Les États-Unis ne vont pas leur dire ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire pour protéger leur sécurité. Mais la vraie question c'est, est-ce vraiment une question de sécurité quand on est entré chez son voisin, qu'on a pris possession de son salon et que ce voisin veut qu'on parte? Est-ce que c'est vraiment ça, la sécurité? On va voir Israël repousser la ligne rouge, franchir les limites à chaque étape, parce qu'Israël veut la guerre, et ils veulent la couverture d'une guerre plus grande. Et tu sais, Donald Trump a dit quelque chose l'autre jour, pendant sa petite intervention au sommet du G7. Je ne sais pas s'il a vraiment réalisé ce qu'il disait, mais il a dit que le Liban était devenu la petite guerre. La grande guerre, on l'a plus ou moins comprise. Et maintenant, le Liban, c'est la petite guerre. Il a raison. La petite guerre, c'est maintenant la guerre. Et c'est peut-être celle qui va déclencher ou précipiter un retour vers une guerre plus vaste. Donc je suis content que Donald Trump le reconnaisse. Je ne sais pas si c'était juste une phrase chanceuse ou s'il a vraiment compris, mais oui, il a raison. Tony, de ton point de vue, quand on voit ça, parce qu'il y a eu un rapport hier, publié par le journal libanais Al-Akhbar, c'est important de le préciser, puisqu'ils sont proches du Hezbollah et qu'ils ont souvent des informations directes sur ce qui se passe sur le champ de bataille dans le sud du Liban. Selon ce rapport, un nombre important de véhicules militaires israéliens se seraient retirés de la ville de Kiyam, dans le sud du pays, en direction des zones de Sarda et d'Al-Amra. Plus au sud encore,
vers la région d'Al-Qiyam. Ce mouvement pourrait correspondre, d'après cette source, soit à une opération de redéploiement des forces israéliennes, soit au premier signe d'un retrait plus large du secteur. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, quand tu vois ce genre de manœuvre? Et compte tenu du comportement des Israéliens, est-ce qu'ils rassemblent leurs forces pour réévaluer leur stratégie dans le sud du Liban, ou est-ce que ça veut dire autre chose? Donc, la géographie compte. Qiyam est un point stratégique. Israël et le Hezbollah se battent pour ce terrain depuis longtemps. En 2000, il y a eu une grande bataille. Et plus récemment, des affrontements ont encore eu lieu, dans un sens comme dans l'autre. Ce qui est important, c'est que, un peu comme pour le plateau du Golan, dans cette région, Qiyam est une position en hauteur, une colline stratégique qui donne une vraie domination sur la vallée, jusqu'à la rivière Litani et sur l'accès qui vient du sud. Ça compte quand on se bat au sol. Ça compte quand on affronte des drones FPV guidés par fil. Et ça compte aussi quand on veut utiliser l'artillerie ou l'appui aérien rapproché. C'est donc pas un hasard si c'est là qu'Israël se replie. Imaginez, si vous voulez, que vous jouiez au basket et que vous soyez en défense. L'équipe adverse arrive et vous les attendez à la ligne des 3 points pour, disons, entrer dans leur jeu. Puis vous reculez vers la raquette. Vous savez, dans la raquette, pour protéger le panier. Vous ne battez pas en retraite. Vous vous replacez à un endroit où vous pouvez mieux influencer leur capacité à marquer ou les empêcher de marquer. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. On appelle ça un repli sous pression, sur le plan tactique ou doctrinal. Vous continuez à exercer une pression sur l'adversaire. Dans ce cas, Israël continue d'exercer une pression militaire sur le Hezbollah et le Hezbollah continue d'en exercer une sur Israël. Tsahal reste à la fois très prudente et très consciente du risque de déclencher un nouveau conflit, n'est-ce pas? C'est donc cette tension, cette pression. Et revenir vers Qiyam, c'est une façon de tenir cette position, de leur donner un avantage tactique, là où la situation peut basculer d'un côté comme de l'autre. Quand on tient les hauteurs, quand on contrôle la position, le terrain clé, on peut choisir de le garder ou de le céder. C'est pas un hasard si c'est cet endroit précis. Et je dirais à tous ceux que ça intéresse, retournez voir ce qui s'est passé en 2000, la bataille dans et autour de Qiyam, et les combats qui ont eu lieu cette année, ce mois-ci, avant et au nord de cette zone. Donc cet emplacement, ce n'est vraiment pas une coïncidence. Et dans ce cas précis, surtout dans le sud du Liban, sur le terrain, dans ce type de combat asymétrique, où une force conventionnelle essaie de se défendre ou de vaincre un adversaire asymétrique comme le Hezbollah, chaque parcelle de terrain compte. Oui. Voici la nouvelle qui vient de tomber. À minuit, heure de la côte est des États-Unis, les sanctions sur le pétrole, le gaz et les produits pétrochimiques iraniens seront levées. L'annonce vient tout juste d'être faite, et c'est énorme. Huge. If the IRGC have a poster in their command center with like a US, Israel, Iran gold stars, like this is a gold star Iran. Like this is something that I don't even think Iran thought they would have got. They're like, ooh, let's get this thing done. Oui. Le deuxième point, Tony, c'est qu'il ne faut pas s'ingérer dans les affaires intérieures. Un gros sujet. Exactement. C'est très important, à mon avis, parce que si vraiment ils font ça, s'ils sont sincères dans leur manière de négocier, ce serait un énorme pas en avant pour la relation entre l'Iran et les États-Unis sur le long terme. Parce qu'on sait bien que depuis la révolution en Iran, les États-Unis ont tout fait, absolument tout. Les sanctions, les oppositions, ces groupes terroristes comme les Kurdes, le Kurdistan irakien, ils ont tout essayé, chaque ruse possible,
pour renverser le régime en Iran, le soi-disant régime iranien. Donc, ce serait une nouvelle ère, s'ils décident d'aller jusque-là, de ne plus s'ingérer dans les affaires intérieures. Deux pays souverains qui s'assoient et se parlent avec respect. La dignité, c'est essentiel à mon avis, dans ce type de relation qu'ils essaient de construire. Et vous, comment voyez-vous ça, compte tenu de ce que veulent le Mossad et Israël? Je pense qu'il est très important de lire le point numéro 2 tel qu'il est. Alors, je propose ceci. Les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran s'engagent à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre et à s'abstenir d'intervenir dans les affaires intérieures de l'autre. Quelqu'un devrait prendre cette déclaration, la graver dans la pierre, la donner à Donald Trump et s'assurer qu'il la transmette à tous les présidents américains qui suivront. Nous devrions cesser d'intervenir dans les affaires souveraines des autres nations, dans leur gouvernance, leur manière de diriger, leur gouvernement ou leur régime, comme on dit, ce qui n'est qu'un mot qu'on a choisi pour désigner le gouvernement iranien. Il faut arrêter de se mêler des affaires des autres. Arrêter d'essayer de dicter à d'autres pays ce qui est bien ou bon pour eux. Imaginez un instant qu'aux États-Unis, pendant qu'on avait des émeutes dans nos rues et que des citoyens américains étaient tués de sang-froid, en direct, devant tout le pays, par des agents fédéraux. Et si le Canada décidait de dire « Wow, l'Amérique, je crois que vous avez besoin d'aide, on va venir vous prêter main forte », vous auriez une guerre sur les bras. Ce principe-là devrait être gravé dans la pierre et rappelé à jamais à chaque président qui occupera ce siège après. Ne vous mêlez pas des affaires des autres pays. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses dans cette idée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, si vous êtes l'Iran, ça veut dire « ne nous dites pas comment gérer notre programme nucléaire ». Et alors, si on veut développer l'énergie nucléaire? Et alors, si, Dieu nous en garde, on voulait fabriquer une arme nucléaire, vous en avez, vous, l'Amérique. Tous les autres pays en ont. Pourquoi pas nous? Pourquoi les États-Unis seraient-ils le pays qui dit « Ah non, vous n'êtes pas assez responsable, on ne peut pas vous faire confiance avec ce genre d'arme, avec une bombe nucléaire. » Vraiment? Parce que moi, je vais vous dire ce que cette guerre a montré. Depuis l'attaque initiale, jusqu'au crime de guerre, en passant par la frappe délibérée sur l'école de Manab, tout ça prouve que ce sont les États-Unis dont on peut se demander s'ils sont dignes de confiance avec des armes nucléaires. Et pour moi, ça veut tout dire. N'interférez pas avec notre manière de gouverner. N'interférez pas avec nos politiques internes. N'interférez pas avec notre structure de gouvernement. N'assassinez pas nos dirigeants. Donc vous voyez, tout ça, c'est déjà beaucoup dans une seule phrase. Et si on se place du point de vue de l'Iran, ça veut dire tout, absolument tout, n'est-ce pas? Aucune exception. Mais si on se place du point de vue des États-Unis, là, il peut y avoir une zone grise. Du genre, on ne se mêlera pas de vos affaires, sauf pour ça. Pourtant, le texte dit bien, ne pas interférer dans les affaires de l'autre. Point final. Alors, la vraie question, c'est, est-ce que les États-Unis peuvent vraiment s'en abstenir? Je pense, Tony, que quand on parle du programme nucléaire iranien, il n'y a aucun passage dans ce plan en 14 points qui précise cela. Attends, je vais le retrouver. Voilà, c'est le point numéro 9. C'est celui qui parle du programme nucléaire iranien. Oui, c'est le 8, numéro 8. Les points 8 et 9 parlent tous les deux du programme nucléaire. Oui, exactement. 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 Ce que ça dit à propos du programme nucléaire iranien, c'est qu'il n'y a rien qui parle d'une absence d'enrichissement en Iran. Donc, ça ne veut pas dire que tout tourne autour des armes nucléaires.
L'Iran a déjà déclaré qu'il n'avait aucune ambition d'acquérir des armes nucléaires, ni dans le cadre de son programme nucléaire. Et ce point numéro 8 dépend entièrement du numéro 7. Le numéro 7 dit que les sanctions contre l'Iran, non seulement celles des États-Unis, mais aussi celles de l'AIEA et du Conseil de sécurité de l'ONU, les sanctions primaires et secondaires sont liées à la manière dont l'Iran fait progresser son programme nucléaire. S'ils parviennent à un certain accord au fil du temps, avec ces avancées, avec ces accords sur le programme nucléaire iranien, ils vont lever les sanctions, ils vont assouplir les sanctions sur l'économie iranienne. Toutes les sanctions, ils ont parlé de tous les types de sanctions. Donc, à mon avis, c'est important. Et d'une certaine manière, c'est un échange équilibré. Tu fais 2 pas, j'en fais 2 aussi. C'est comme ça que je vois les choses entre les deux parties. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Well, what I'd like to point out, if Eh bien, ce que j'aimerais souligner, c'est que si quelqu'un regardait ça avec un regard vraiment objectif, pas du genre « l'Amérique ne peut jamais perdre » ou « le grand méchant Iran ne peut pas gagner ». Si quelqu'un prenait ces 14 points de manière neutre, on pourrait passer la liste point par point, et chacun d'entre eux serait une victoire pour l'Iran. Regardez le point numéro 9. La République islamique d'Iran maintiendra le statu quo actuel de son programme nucléaire, et les États-Unis d'Amérique n'imposeront aucune nouvelle sanction, ni ne déploieront de forces supplémentaires dans la région. Incroyable. Franchement, incroyable. Donc, si on regarde ça en tenant compte de ce que je pense des points 8 et 9, mis en regard de ce qu'on sait maintenant des points 1 et 2, ne vous mêlez pas de nos affaires internes, arrêtez les guerres sur tous les fronts. Alors, en plus du ne vous mêlez pas des affaires, prenons la question nucléaire comme un sujet à part. Ne touchez pas à ça. Et c'est là, je pense, qu'il faut une meilleure compréhension de ce que représente une arme nucléaire. Tout ce qui entre dans la production de l'énergie nucléaire, l'enrichissement de l'uranium, la fabrication des matériaux nécessaires pour constituer le cœur d'un réacteur, disons, dans une centrale électrique. Vous voyez, comme ce qu'on a vu à Tchernobyl. Et pour ceux qui regardent les Simpsons, quand Homer quitte le travail à la fin de la journée, qu'il appuie sur le bouton et qu'une petite tige saute et se coince dans sa chemise, eh bien, c'est une tige d'uranium appauvrie. Donc, en fait, il n'y a pas de différence entre ça et le fait d'en faire une arme, à part le fait de combiner la fission et la fusion. On a un dispositif qui provoque une réaction de fusion, déclenchée par un autre qui provoque une réaction de fission. Quand on met ces deux éléments ensemble, on obtient une explosion nucléaire ou une bombe nucléaire. Et pour la rendre utilisable comme arme, on peut la livrer de n'importe quelle manière. On peut la fixer sur une petite fusée artisanale, la larguer depuis un avion, la tirer depuis une fusée, ou encore mettre une ogive sur un missile Tomahawk. On peut même en mettre une sur un missile balistique intercontinental. Donc, s'il y avait vraiment eu une crainte que l'Iran cherche à se doter de l'arme nucléaire, eh bien, ces points 8 et 9 viennent tout simplement de lui ouvrir la voie pour le faire, encore plus clairement que le JCPOA, encore plus que tout ce qu'on a pu obtenir par la guerre. En réalité, ces points mettent en évidence l'absurdité de cette guerre, de ce conflit. Parce que quand on entre en guerre contre un État-nation, souvenez-vous, ce n'était pas un « Hey, Iran, vous avez une organisation terroriste sur votre territoire, on va aller la combattre, ne vous en mêlez pas sinon », comme avec les talibans en Afghanistan. Non, ce n'était pas ça. Nous sommes entrés en guerre contre un État-nation. Et une guerre contre un État-nation, ça veut dire nous, en tant que nation, exigeons ceci. Si vous refusez de négocier ou de vous y conformer, alors nous irons en guerre.
Any nation going to war is that L'objectif d'une guerre, pour n'importe quel pays qui s'y engage, c'est d'en sortir dans une meilleure position que celle dans laquelle on est entré. Ce n'est pas le cas des États-Unis. Les États-Unis, dans la situation actuelle, si ce document avance tel quel, signé, scellé et livré comme base d'un futur traité, parce qu'un protocole d'accord, ce n'est pas un traité, ce n'est pas un armistice, ce n'est pas la fin d'une guerre. Eh bien, si ce texte devient celui du traité final, alors les États-Unis auront perdu, clairement et sans discussion. Donc, avec ces deux éléments, si vous êtes l'Iran, ce que cette guerre a appris à l'Iran, et je pense au reste du monde qui observe, c'est que si vous n'avez pas l'arme nucléaire, des pays comme les États-Unis et Israël vont vous intimider. Alors que faire? Si j'étais l'Iran dans ce cas-là, je miserais tout sur mon programme d'énergie civile. On my civil energy program. Because everything that goes into, let's say I Parce que tout ce qui entre en jeu, disons que j'ai une tasse et que je la remplis seulement à 90%, c'est à peu près ce qu'il faut pour l'uranium. Si on veut 100%, il faut atteindre un certain niveau. Et quand je m'en approche, tout le monde se met à dire « Wow, attention, ça ressemble à une arme, ça ». Alors je m'arrête et je dis « D'accord, cette quantité-là est enrichie seulement à tel pourcentage. On la met de côté, on la stocke, on l'utilise pour autre chose. Et je relance une nouvelle série. Mais une fois qu'on a plusieurs lots à 90%, il ne faut plus grand-chose pour rassembler les éléments nécessaires à une arme. C'est un peu comme si, dans cette histoire, les États-Unis devenaient le garçon qui criait au loup, ou que Netanyahou devenait, littéralement, le bibi qui criait au loup. À 2 semaines d'une bombe nucléaire, 2 semaines d'une bombe nucléaire, 2 semaines d'une bombe nucléaire. Tu ne vas pas résoudre cette équation par la guerre, parce que regarde ce que ça a donné. Tu as mené une guerre, tu l'as perdue. Et maintenant, si jamais ils avaient cette intention, tu viens de leur donner la clé. Et si l'Iran n'avait pas cette ambition avant, à leur place, moi je l'aurais. Si je suis assis au gouvernement iranien, je me dis « Attends, on fait confiance à ces diables blancs? On fait confiance à ces Américains? Non, non. Pourquoi on le ferait ?» Donc pour moi, ces 2 points résument tout. Le principe de départ, c'était qu'on faisait la guerre pour empêcher l'Iran d'avoir un jour l'arme nucléaire. Et au final, tout ce qu'on a, c'est leur parole. Tout ce qu'on a, c'est la parole de l'Iran. Mais c'est exactement ce qu'on avait avant cette guerre. Donc rien n'a changé. Cette guerre, c'est un désastre. This war is a mess. C'était un vrai désordre. Et c'est pour ça que Donald Trump a tout fait pour essayer de sortir de ce piège qu'il avait lui-même créé pour les États-Unis. Et Tony, l'autre point qui a été mentionné à propos du programme nucléaire iranien, c'est que l'uranium enrichi à 60% va rester en Iran. Ils vont le diluer là-bas, pas à l'extérieur du pays. Exactement. Comme ils l'ont dit, tu te souviens, ils ont dit que l'uranium enrichi, c'est comme le sol de l'Iran. Ça fait partie de l'Iran. Il ne sortira pas du pays. Donc, si c'est bien le cas, quoi qu'on fasse, tout se passera sur le sol iranien. Et ils trouvent simplement la manière de le présenter. Oui, ils extraient l'uranium. Ils extraient les composants pour l'énergie nucléaire à l'intérieur de leur propre pays, sur leur territoire souverain, leur sol, leur terre. Ce serait comme si l'Iran essayait de dire à un fermier du Nebraska quel type de maïs il peut planter. Non, c'est leur territoire souverain, c'est leur terre. Ils ne l'obtiennent pas de l'extérieur. Donc oui, je pense que ce que tout cela montre vraiment, c'est qu'en regardant ce plan en 14 points, pour moi, dès le premier jour, ça devait forcément finir comme ça. Ou alors mener à une guerre totalement catastrophique que l'Amérique aurait perdue, et la défaite aurait été encore plus dure. Imaginez passer 20 ans à mener cette guerre pour arriver à la même conclusion à la fin. Au moins, le point positif pour l'Amérique, c'est qu'on l'a compris en 106 jours au lieu de 106 mois. We figured it out in 106 days instead of 106 months.
Like instead of spending decades, we Au lieu d'y passer des décennies, on a trouvé la solution plus vite. Alors, si on regarde ça du point de vue de la souveraineté de l'Iran, je pense que ça établit un nouvel ordre mondial. Et avant ce conflit, avant cette guerre avec l'Iran, le monde était déjà engagé sur une voie qui menait à la fin de l'hégémonie, à la fin de la superpuissance. Ce monde-là, celui du XXe siècle de ton grand-père. Ce conflit a été comme une injection d'énergie pour tourner la page et entrer dans le vrai XXIe siècle. Un siècle d'équilibre mondial, de puissance mutuelle, d'égalité entre les nations, pas de superpuissance ni d'hégémonie. Et j'espère sincèrement que les États-Unis en prennent conscience, qu'ils reconnaissent la souveraineté de l'Iran. Et maintenant, deuxième point. Ne nous mêlons pas des affaires intérieures souveraines des autres pays. C'est le moment pour les États-Unis d'entrer dans un monde d'équilibre global, aux côtés de la Chine, de la Russie, de l'Iran, du Pakistan et d'autres nations, en tant que partenaires coopératifs, plutôt que de s'accrocher à cette hégémonie de superpuissance qui ne fera que rendre la chute plus dure. J'espère que c'est une leçon. J'espère que c'est une occasion à saisir. Et Tony, beaucoup de gens en Iran disent qu'il faut faire quelque chose, parce que le guide suprême iranien a été tué par le gouvernement israélien et qu'ils veulent le venger. Mais voici ce qui a été dit en réponse. Le président du Parlement iranien a déclaré que la véritable manière de venger le guide suprême martyr de l'Iran, c'est la libération de Quds, c'est-à-dire Jérusalem. Il parle bien de la libération de Jérusalem. Il dit qu'une centaine de Netanyahou ne valent pas le lacet de chaussures du guide suprême martyr de l'Iran. Ils ne se soucient pas de Benjamin Netanyahou. Ils ne veulent pas tuer Benjamin. Ça ne veut rien dire pour les Iraniens. Tout tourne autour de Gaza. Tout tourne autour de la Palestine, de la libération de la Palestine, de la Cisjordanie et du peuple palestinien. C'est ça l'objectif principal pour les Iraniens. Je pense que dans le cas du Liban, c'est le début des actes de résistance, si jamais ils y parviennent. On ne sait pas s'ils vont réussir, mais ils avancent. Ils nous montrent qu'ils sont sérieux à propos du Liban, qu'ils sont sérieux à propos de Gaza, de la Palestine, de la Cisjordanie. Voyons ce qui va se passer à Gaza et en Cisjordanie. Je pense que c'est particulièrement important pour les actes de résistance. Mais tout commence avec le Liban. Et je pense que s'ils libèrent le Liban, ce sera un signal énorme, vraiment énorme, montrant qu'ils peuvent remettre Israël à sa place. Parce qu'en ce moment, ils veulent s'étendre en Syrie, au Liban. La Cisjordanie, c'est déjà fini. Et Gaza, 70% aujourd'hui. En Israël, au ministère de la Défense, Smotrich en parlait. Ils évoquaient l'annexion de 70% de Gaza à Israël. C'est la nouvelle orientation, en quelque sorte. Pour l'instant, ils n'ont aucun contrôle sur le Mouhou, du moins d'après ce qu'on a pu voir. On va voir ce qui va se passer. Je pense que ce sera un changement majeur pour le territoire palestinien et pour le peuple palestinien, Gaza et la Cisjordanie réunies. Je suis tout à fait d'accord. Et je regarde aussi ça sous un autre angle. Disons que si vous êtes iranien et que vous essayez de voir les choses comme ça, imaginez que vous soyez catholique, que vous viviez en Italie et que le pape soit assassiné. Et là, tout à coup, vous vous dites « Attendez, 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 on a l'avantage là, on ne va pas s'arrêter si, quoi ?» Donc, pour reprendre ce que disait le ministre des Affaires étrangères, la vraie victoire, c'est ça. C'est ça, le vrai gain. Mais on ne peut pas ignorer l'émotion. On ne peut pas mettre de côté la dimension humaine de la guerre. On ne peut pas non plus écarter le désir de vengeance. Vous voulez savoir comment je le sais? Parce qu'après le 11 septembre, quand on est entré en Afghanistan et que tout tournait autour de la défaite des talibans, on a continué cette guerre. On a continué à avancer, encore et encore, en partie par esprit de vengeance.
in part for revenge, in part for remember 9/11. En partie pour se souvenir du 11 septembre. On a poussé jusqu'au sud de la province de Helmand, jusqu'à Sangin, au sud de la route principale. Pourquoi? Pas parce que c'était dans notre intérêt stratégique, mais parce que c'est à Sangin qu'on voulait déposer une partie de l'acier du World Trade Center. 9 endroits à travers l'Afghanistan où on est allé enterrer de l'acier du 11 septembre, comme une forme de vengeance. Et après avoir vaincu l'Alliance du Nord, vaincu les talibans, être entré à Kandahar, puis à Kaboul, au siège du gouvernement. Non, on a continué. Pourquoi on descendait là-bas? Pourquoi on allait à Marja? Pourquoi on allait à Sanjin, dans le Helmand? Eh bien, c'était pour y placer ces poutres d'acier du World Trade Center du 11 septembre. D'accord. On ne peut pas écarter la vengeance. On ne peut pas ignorer la part d'humanité dans tout ça. Si on se place du point de vue d'un Iranien, on se dit « on est en train de gagner ». Si les États-Unis sont prêts à tout offrir jusqu'à l'évier de la cuisine, imaginez ce qu'on pourrait obtenir si on continue. Vengeons les filles tuées à l'école de Manab. Vengeons l'ayatollah. Ce sentiment-là, on ne peut pas le balayer. Cette réalité, on ne peut pas la nier. Mais ça ne veut pas dire que la prudence et la raison disparaissent. La vengeance est bien réelle, oui. Mais la vraie victoire, c'est ce qu'on a maintenant avec cet accord. C'est pour ça que je pense qu'il est absolument essentiel que l'Iran tienne cet accord, qu'il tienne les États-Unis et leurs alliés pour responsables, tout comme les États-Unis vont tenir l'Iran et ses alliés responsables. Responsabilité. Responsabilité. Pas de faux accords comme ce soi-disant cessez-le-feu à Gaza. Pas de fausses mises en scène comme ce Conseil de la paix. Pas de mensonges. Pas de propagande du genre « Oh, il y a de l'aide qui entre à Gaza ». Non, rien de tout ça. L'Iran doit rester ferme sur la question de la responsabilité, parce qu'en ce moment, c'est la dernière chance pour la Palestine d'avoir un véritable défenseur dans sa survie. Ils ont existé et ils ont résisté par leur existence même. Maintenant, l'Iran peut être ce défenseur de leur survie. L'Iran ne peut pas reculer d'un seul pas sur la responsabilité, que ce soit pour Gaza, le Liban ou la Cisjordanie. Impossible. Yeah. Tony, the other important point is the Strait of Hormuz and the United Tony, States somehow l'autre point important, c'est le détroit d'Ormuz. manage the Strait of Les États-Unis ont d'une certaine manière accepté que l'Iran prenne en charge la gestion du détroit d'Ormuz. Ils ont défini une période, disons, de 60 jours, pendant laquelle il n'y aurait aucun droit de passage, aucun péage. Mais ensuite, l'Iran va gérer cela avec Oman. Ils vont mettre en place leur propre mécanisme ou bien le définir ensemble dans les 30 premiers jours, entre l'Iran et Oman. Donc, dans les 30 premiers jours, ils vont fixer les règles et après 60 jours, ils mettront en œuvre leur plan pour le détroit d'Ormuz. Ça, c'est une partie. D'un autre côté, il est aussi précisé que même le minage du détroit d'Ormuz dépendra des Iraniens. Si eux décident de le faire, ce sera uniquement par les Iraniens et personne d'autre n'y aura accès. Parce qu'aujourd'hui, on parlait du fait que Donald Trump a été interrogé par certains journalistes européens qui lui demandaient si l'Europe allait faire quelque chose dans le golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz. Et Donald Trump a répondu non. Il a dit « Je n'ai pas besoin d'eux, mais s'ils veulent le faire, qu'ils y aillent. » Mais ici, on précise que personne ne peut y aller. Ce n'est pas une question des États-Unis avec les Européens. Ils n'ont pas le droit d'y aller. Ce sera géré par les Iraniens. C'est pour ça, je pense, qu'ils veulent contrôler ce détroit. Parce qu'ils ne veulent pas que les radars ou le matériel militaire reviennent vers les bases américaines situées dans les pays du Golfe. Tout doit passer par le détroit d'Ormuz. Ou alors ils devront transporter tout ça par avion ou autrement. Mais au moins, dans le détroit d'Ormuz, les Iraniens auront la domination totale. Le contrôle complet de ce passage, c'est un des points importants.
Mais je ne sais pas quelle est votre lecture à vous de ce point numéro 5. Important, but I don't know what is your understanding of this point. I- It's point number 5. Yeah, I think in the Strait of Hormuz. Oui, je pense que dans le détroit d'Ormuz, cette position initiale est une position de levier et de puissance. Il faut se rappeler que le vrai travail dans cet accord reste à faire. Ce protocole d'accord, c'est important de bien comprendre. C'est là que mon expérience dans l'éducation entre en jeu, en matière de stratégie et de manière dont les guerres se terminent. Parce que oui, c'est une guerre. C'est clairement écrit dans ces 14 points. La fin de cette guerre, voilà. C'est une guerre que Donald Trump a commencée. Les guerres se terminent soit par une victoire militaire décisive, soit par l'épuisement mutuel, soit par une négociation diplomatique. D'abord, il y a une cessation des hostilités. On arrête de se frapper. En général, ça se conclut par un cessez-le-feu, une trêve ou un armistice. Et ici, c'est un armistice. Ce n'est pas une trêve, ce n'est pas un traité, c'est un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu plus formel que le simple « Allez, on se serre la main et on arrête de se tirer dessus pendant un moment ». Là, c'est un vrai cessez-le-feu, très officiel. Ensuite, il y a le chemin vers la résolution. C'est là qu'on entre maintenant. Vendredi, quand tout ça deviendra officiel, on coupera le ruban, on se serrera la main. Et regardez, Donald Trump a mis fin à sa 10e guerre, prix Nobel de la paix, tout ce genre de trucs. Mais c'est là que le vrai travail commence, sur la voie de la résolution. Sur cette voie, on traite avec des belligérants, l'Iran et les États-Unis, dans ce cas, soit pour une victoire totale, soit pour une paix négociée. Il n'y a pas eu de victoire totale d'un côté ou de l'autre. Personne. L'Iran avait-il l'avantage? Bien sûr, mais je pense que personne ne dirait qu'un camp a remporté une victoire totale sur l'autre. On est donc dans un processus de résolution fondé sur une paix négociée. C'est ce que représente ce protocole d'accord. Ensuite, à quoi mènent les accords formels? À des accords intérimaires. Je dirais que ce protocole d'accord, c'est un peu le pont entre la négociation et un accord intérimaire, pour aller vers un traité ou un traité à long terme, ou encore une voie vers la stabilisation et la reconstruction, dans certains cas, peut-être même dans celui-ci. Donc, quand on regarde tout ça, chaque partie doit encore comprendre où elle détient son levier. Et pour l'instant, tant que les États-Unis n'ont pas libéré ces avoirs gelés, tant qu'ils n'ont pas levé les sanctions, eh bien, elles ne sont toujours pas levées. C'est encore un point de levier. Donc l'Iran ne peut pas arriver en position de faiblesse en disant « Ah, vous allez me donner tout ça, bon alors j'attends, donnez-le-moi ». Non, les États-Unis gardent toujours l'avantage. C'est directement tiré du livre de Donald Trump, L'art de la négociation. Il faut garder son levier, garder ses cartes, tant que les autres n'ont pas montré les leurs. Et parfois, si on lit L'art de la négociation, on comprend pourquoi je ne fais pas confiance à ce plan. Donald Trump revient toujours sur ses engagements. C'est pour ça que je ne fais pas confiance à cet accord, tant que Donald Trump est aux commandes. Alors, quand on regarde la situation, quel est le levier de l'Iran pour obliger Israël et les États-Unis à respecter leur part du marché? C'est le détroit d'Ormuz. Est-ce que je pense que l'Iran veut imposer un contrôle absolu, total, complet sur le détroit d'Ormuz? Non, je ne le pense pas. À mon avis, dans les négociations à venir, il est clairement dans l'intérêt de l'Iran, dans son propre intérêt, de faire de cette zone un espace de coopération avec Oman, avec les États du Golfe, bref, d'en faire un processus de gestion partagé. Alors, est-ce que l'Iran aurait la majorité du pouvoir de décision? Eh bien oui, bien sûr. Il possède physiquement la plus grande partie du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est en grande partie l'Iran. Donc, quand on regarde les choses sous cet angle et qu'on descend un peu dans le détail, on se rend compte que, parfois, les gens considèrent ce détroit comme s'il s'agissait de la seule voie maritime stratégique au monde.
The Strait of Malaccas. Nous avons des exemples très clairs. Le détroit de Malacca, entre l'Inde, la Chine et le Japon. Est-ce que c'est un passage libre que tout le monde utilise sans contrainte? Non, il y a des frais. Oui, des frais pour l'utiliser. Il y a une alliance, un contrôle administratif. Imaginez qu'un énorme pétrolier traverse le détroit d'Ormuz et que tout son pétrole, des millions de barils, se déverse, provoquant une catastrophe écologique comme celle de l'Exxon Valdez en Alaska dans les années 80. Qui serait responsable? Qui irait nettoyer? Qui paierait? Peut-être qu'on devrait avoir quelque chose comme la FEMA, non? Pourquoi pas? Le détroit de Malacca en a un. Bab el-Mandeb aussi. The Strait of Malacca has it. Bab el-Mandab has it. Strait of Gibraltar has it. The Bosphorus Strait. Le détroit de Gibraltar, il l'a. Le détroit du Bosphore aussi. Le détroit de Taïwan, pareil. Les détroits danois également. Là-bas, on est probablement Trump et Kushner. Nous, on a ceux de Turquie. Ensuite, il y a, entre la mer Noire, vous avez le Bosphore, mais aussi les Dardanelles, non? Les Dardanelles à travers la Turquie. Un autre passage très stratégique contrôlé par la Turquie. Le canal de Panama, lui, est entièrement au Panama. C'est le Panama qui le contrôle. Les États-Unis le contrôlaient autrefois. Le canal de Suez, n'est-ce pas? Il y en a tellement. On a plein d'exemples d'autres voies maritimes stratégiques qui sont sous le contrôle administratif d'un ou de plusieurs pays. Pourquoi pas le détroit d'Ormuz? Parce que c'est l'Iran. Bon, revenons au deuxième point. Respectons la souveraineté de chacun de nos pays et ne cherchons pas à dicter à l'autre ce qu'il doit faire, simplement parce que c'est tel ou tel pays. Cette époque est révolue. Alors, quand on regarde tous ces détroits, on voit bien qu'il existe des exemples clairs de la façon dont le détroit d'Ormuz peut et devrait être administré et fonctionner comme une voie maritime stratégique, un bien commun accessible au monde entier. Il devrait y avoir un aspect administratif à tout ça. Pourquoi pas? Dans cette logique, avec l'Iran exerçant un contrôle maximal, je pense que cela va se transformer en une coopération entre les Émirats arabes unis, Oman et l'Iran, avec peut-être la participation d'autres pays du Golfe Persique, mais ce seront surtout les Émirats, Oman et l'Iran. Je pense qu'on verra ça dans les semaines à venir. I think we'll see that in the coming weeks. Tony, voici ce qu'a rapporté Axios. Le président Donald Trump et le président iranien Massoud Pezeshkian ont signé numériquement un protocole d'accord, le premier accord bilatéral connu entre les États-Unis et l'Iran à être signé électroniquement par les dirigeants des deux pays. I'll tell you what. Je vais vous dire un truc. Entre le fait d'avoir déchiré le JCPOA et d'avoir passé des mois à critiquer Joe Biden pour avoir utilisé un stylo automatique, incroyable. Donald Trump vient de signer un traité, pire que le JCPOA pour les États-Unis, avec un stylo automatique. On n'invente pas des choses pareilles. Vous imaginez ça? Imaginez si le traité de Versailles avait été envoyé par fax. Salut la France, on va vous faxer le traité de Versailles. Vous pouvez le porter à l'Allemagne. Le monde dans lequel on vit, franchement. Oui, maintenant ce sera signé numériquement et quand ils iront en Suisse, ils vont le faire livrer par coursier. Oui, L'ironie est énorme, non? Je veux dire, l'ironie là-dedans, c'est que le président des États-Unis signe un accord qui, s'il avait simplement respecté le JCPOA, aurait donné aux États-Unis beaucoup plus de poids. Et on n'aurait pas dépensé près d'un demi-billion de dollars, ni perdu des vies, ni versé le sang et les ressources de l'Amérique dans la guerre. Et pourtant, il arrive à la table avec un accord encore pire, et il le signe automatiquement. C'est presque comme si ça s'écrivait tout seul. Je veux dire, la prochaine étape, c'est quoi? Qu'il essaie de repeindre le bassin du Reflecting Pond. Ah oui, c'est vrai, il l'a fait. Oh, wait, he did. oui, tu as raison, Tony. Merci, merci beaucoup, Tony, d'avoir été avec nous ce soir. Toujours un grand plaisir. Thank you. And we'll see how these things develop Merci. and, Nous verrons comment les choses évoluent.
J'espère vraiment que la raison et la prudence guideront la suite. Et j'aimerais que ce moment soit un tournant pour les États-Unis, qu'ils comprennent qu'à l'aube d'une nouvelle ère, au véritable début du XXIe siècle, nous ne devrions pas chercher à contrôler les intérêts d'autres États souverains. J'espère que cela servira de leçon. Yeah, exactly. Oui, exactement. J'espère bien, j'espère vraiment. Et on va se reparler. Oui, on se reparlera bientôt. Merci, c'est très apprécié. Prends soin de toi.